En août 1944, dans un centre d'analyse technique militaire allemand situé près de la ville de Saint-Lô en Normandie, des ingénieurs de la Wehrmacht commençaient l'examen méthodique d'un char américain M4 Sherman, capturé lors des combats récents. Cette évaluation technique allait révéler des principes d'ingénierie qui bouleversaient les doctrines allemandes sur la conception des véhicules blindés. Les équipes d'analyse avaient reçu l'ordre d'identifier les caractéristiques permettant aux forces américaines de maintenir une pression constante sur les positions allemandes. Le char Sherman, avec sa silhouette caractéristique et sa tourelle imposante, représentait une philosophie de conception radicalement différente de l'approche allemande. Les ingénieurs allemands préparaient leurs instruments de mesure, leurs carnets de notes et leur équipement photographique. Cette analyse technique constituerait l'un des documents les plus importants de la guerre concernant la doctrine blindée américaine. L'examen commençait dans une atmosphère de curiosité scientifique, mêlée de perplexité stratégique. Les ingénieurs allemands avaient observé sur le terrain un phénomène troublant. Les chars américains continuaient d'avancer même face à des Panthers techniquement supérieurs. Les rapports de combat mentionnaient des situations où des formations de Sherman submerguaient les positions allemandes par le nombre. Cette réalité contredisait les calculs théoriques basés sur les performances individuelles des véhicules. Le Sherman pesait environ 30 tonnes en configuration de combat. Sa longueur atteignait 5,80 m. La largeur mesurait 2,60 m. La hauteur totale s'élevait à 2,75 m. Ces dimensions paraissaient modestes comparées au Panther allemand qui pesait 45 tonnes. Le blindage frontal du Sherman mesurait 50 et 1 mm d'épaisseur sur la coque avant. La tourelle présentait un blindage de 76 mm. Ces valeurs semblaient insuffisantes face au canon de 75 mm du Panther, qui pouvait perforer 120 mm de blindage à 1000 mètres. Les ingénieurs allemands notaient ces chiffres avec une satisfaction initiale. Les calculs théoriques confirmaient la supériorité du Panther. Pourtant, les résultats sur le terrain racontaient une histoire différente. Les formations de Sherman continuaient d'avancer. Les positions allemandes tombaient. Les Panthers abandonnaient leurs emplacements défensifs. Cette contradiction entre théorie et pratique nécessitait une explication technique. L'examen du système de propulsion révélait la première surprise significative. Le moteur Continental R-75 développait une puissance de 350 chevaux. Ce moteur radial à 9 cylindres, refroidi par air, présentait une conception héritée de l'aviation. La simplicité mécanique frappait les observateurs allemands. Le moteur utilisait des composants standards disponibles dans l'industrie civile américaine. Les pièces de rechange existaient en quantité considérable. La maintenance ne nécessitait pas de techniciens hautement spécialisés. Un mécanicien formé pendant 6 semaines pouvait effectuer les réparations courantes. Cette standardisation contrastait avec les moteurs allemands complexes qui demandaient des ateliers spécialisés et des pièces usinées avec précision. La transmission représentait un autre élément révélateur de la philosophie américaine. Le système utilisait une boîte de vitesse à 5 rapports avant et un rapport arrière. La conception privilégiait la robustesse sur l'efficacité maximale. Les engrenages présentaient des tolérances généreuses, permettant un fonctionnement même avec de l'usure. Les synchroniseurs facilitaient le passage des vitesses, même pour des conducteurs peu expérimentés. Le différentiel contrôlé permettait des virages serrés sans sollicitation excessive des composants. Les ingénieurs allemands constataient que cette transmission pouvait fonctionner avec un entretien minimal. Les intervalles de révision s'étendaient sur des distances considérables. La durée de vie opérationnelle dépassait celle des transmissions allemandes plus sophistiquées. Le système de suspension méritait une attention particulière. Le Sherman utilisait une suspension à ressorts verticaux hélicoïdaux montés sur bogies. Chaque côté
comportait 3 bogies supportant 2 roues chacun. Cette configuration VVSS, abréviation de Vertical Volute Spring Suspension, offrait une robustesse exceptionnelle. Les ressorts hélicoïdaux résistaient aux impacts violents sans rupture. Le système absorbait les chocs sur terrain accidenté. La maintenance se limitait à des vérifications périodiques et au graissage des pivots. Les pièces endommagées se remplacèrent rapidement sans outillage spécialisé. La garde au sol de 43 cm permettait de franchir des obstacles significatifs. Cette suspension privilégiait la fiabilité et la facilité d'entretien sur le confort de l'équipage. L'armement principal consistait en un canon de 75 mm M3. Cette pièce d'artillerie dérivait du canon anti-char français de 75 mm. La longueur du tube atteignait 37 calibre 5. La vitesse initiale des projectiles perforants s'élevait à 619 mètres par seconde. La cadence de tir maximale atteignait 20 coups par minute dans des conditions optimales. En combat réel, l'équipage maintenait une cadence de 8 à 10 coups par minute. Le système de recul hydropneumatique absorbait l'énergie du tir. La tourelle électrique tournait sur 360 degrés en 15 secondes. Cette rotation rapide permettait l'engagement de cibles multiples. Le pointage en site s'effectuait de moins 10 degrés à plus 25 degrés. Les munitions disponibles comprenaient plusieurs types adaptés à différentes cibles. L'obus perforant M61 pesait 6 kg 800 g. Il pouvait perforer 68 mm de blindage vertical à 1000 mètres. L'obus explosif M48 contenait 670 g d'explosifs. Il s'avérait efficace contre l'infanterie et les fortifications légères. L'obus fumigène M64 créait un écran de dissimulation. Le chargement standard comportait 90 obus répartis dans le char. La tourelle contenait 14 obus facilement accessibles. Le reste se trouvait dans des compartiments blindés dans la coque. Cette capacité de munition permettait une autonomie de combat significative. L'armement secondaire comprenait 2 mitrailleuses Browning M19A4 de calibre 7,60 2 mm. Une mitrailleuse coaxiale montée à côté du canon principal permettait l'engagement de cibles légères. Une autre mitrailleuse dans la coque servait au tireur frontal. Certaines versions comportaient une mitrailleuse anti-aérienne calibre 12,7 mm sur la tourelle. Cette arme lourde s'avérait efficace contre les avions volant à basse altitude et contre l'infanterie. Le stock de munitions pour les mitrailleuses de 7,62 mm atteignait 4500 cartouches. La mitrailleuse lourde disposait de 300 cartouches. Cette puissance de feu secondaire donnait au Sherman une capacité polyvalente face à diverses menaces. L'équipage standard se composait de 5 hommes aux fonctions bien définies. Le commandant dirigeait les opérations depuis la tourelle. Il disposait d'une coupole offrant une vision panoramique du champ de bataille. Le tireur opérait le canon principal et la mitrailleuse coaxiale. Il utilisait un viseur télescopique M38 offrant un grossissement de 5 fois. Le chargeur alimentait le canon et assistait le tireur. Le conducteur manœuvrait le char depuis le compartiment avant. Le copilote et mitrailleur de coque occupaient la position avant droite. Cette répartition des tâches optimisait l'efficacité opérationnelle. Les systèmes de vision constituaient un élément crucial du Sherman. Le commandant disposait de 6 périscopes dans sa coupole. Ces périscopes permettaient une surveillance à 360 degrés sans exposition. Le tireur utilisait un périscope articulé en plus de son viseur principal. Le conducteur disposait de 2 périscopes offrant une vision frontale. Des viseurs de secours permettaient l'observation même si les périscopes principaux subissaient des dommages. Cette redondance des systèmes de vision reflétait la philosophie américaine de survivabilité. L'équipage pouvait continuer à combattre malgré la perte de certains équipements.
La production du Sherman démontrait la puissance industrielle américaine. Les usines américaines fabriquaient environ 2000 chars Sherman par mois à leur rythme maximum. 11 sites de production différents assemblaient des variants du Sherman. Cette capacité manufacturière dépassait largement celle de l'Allemagne. Les usines allemandes produisaient environ 500 chars de tous types par mois. Les États-Unis pouvaient remplacer leurs pertes et maintenir une pression constante. Cette supériorité numérique transformait les calculs stratégiques. Les commandants allemands devaient détruire 4 chars ennemis pour chaque Panther perdu, simplement pour maintenir l'équilibre. La standardisation représentait un avantage majeur du système américain. Le même moteur équipait des avions, des véhicules de transport et des groupes électrogènes. Les mécaniciens connaissaient ce moteur. Les pièces détachées existaient partout. Un char endommagé se réparait en quelques heures. Les ateliers de campagne effectuaient des révisions complètes en 2 jours. Cette efficacité logistique maintenait un taux de disponibilité opérationnelle élevé. Les unités blindées américaines disposaient de 75 à 80% de leurs chars en état de combat. Les formations allemandes atteignaient difficilement 50% de disponibilité. Les essais en conditions réelles révélèrent les véritables capacités du Sherman. En juillet 1944, une compagnie de Sherman de la 1re division blindée américaine rencontrait une position défensive allemande près de la ville de Coutances. La position comportait 3 chars Panther et plusieurs canons anti-chars. Le terrain offrait aux défenseurs un avantage tactique. Une crête surplombait l'axe d'approche américain. Les Panthers occupaient des emplacements préparés avec protection frontale. Les servants des canons anti-chars disposaient de champs de tir dégagés. La configuration défensive paraissait impénétrable selon les doctrines classiques. L'approche américaine défiait ces principes établis. La compagnie comptait 17 chars Sherman opérationnels. Le commandant divisait sa force en 3 sections. La première section avançait frontalement pour fixer l'attention des défenseurs. La deuxième section se déplaçait par le flanc droit en utilisant le terrain. La troisième section constituait une réserve mobile. Cette tactique exploitait la mobilité du Sherman. Le char pouvait atteindre une vitesse maximale de 38 km/h sur route. Sur terrain varié, il maintenait 20 à 25 km/h. Cette vitesse permettait des manœuvres rapides. La section frontale commençait l'engagement à 1200 mètres. Les Panthers répondaient immédiatement. Le premier obus allemand frappait un Sherman à l'avant. Le projectile perforait le blindage frontal. Le moteur s'enflammait. L'équipage évacuait rapidement par les trappes. Le deuxième Sherman subissait des dommages au train de roulement. Le char s'immobilisait, mais la tourelle restait opérationnelle. L'équipage continuait le tir depuis cette position fixe. Le troisième Sherman encaissait un impact sur le blindage latéral de la tourelle. Le projectile créait une déformation sans perforation complète. La tourelle fonctionnait encore. L'équipage maintenait le tir de suppression. La section de flanquement progressait pendant que l'attention allemande se concentrait sur l'attaque frontale. Le terrain vallonné offrait une couverture. Les Sherman utilisaient les Hess et les dépressions. La progression se faisait par bondes rapides. Un char avançait pendant que les autres couvraient. Cette technique exploitait la vitesse de rotation de la tourelle. Les chars pouvaient engager des cibles sur les côtés sans tourner le véhicule complet. La section atteignait une position d'enfilade à 800 mètres du flanc des Panthers. Cette distance permettait une pénétration efficace du blindage latéral. Le premier Sherman de flanc engageait le Panther le plus proche. L'obus frappait le blindage latéral de 40 mm. La pénétration était complète. Le compartiment moteur du Panther prenait feu. L'équipage allemand abandonnait le char. Le deuxième obus frappait le Panther central. L'impact détruisait les chenilles et immobilisait le véhicule. Le troisième Panther tentait de pivoter pour faire face à la menace sur le flanc. Ce mouvement exposait son côté aux autres Sherman. 3 obus frappaient simultanément. Les systèmes du Panther cessaient de fonctionner. L'équipage évacuait.
Les canons anti-chars allemands réorientaient leurs tirs. La 3e section américaine engageait alors depuis une nouvelle direction. La bataille durait 37 minutes. Les forces américaines détruisaient les 3 Panthers et 4 canons anti-chars. 7 Sherman subissaient des dommages. 3 étaient complètement détruits. 4 nécessitaient des réparations. Les équipes de récupération américaines arrivaient 1 heure après le combat. Les chars endommagés mais mobiles retournaient à l'atelier de campagne. Les chars immobilisés étaient remorqués. 48 heures plus tard, 3 des 4 chars endommagés reprenaient le service. Cette rapidité de remise en condition opérationnelle constituait un avantage stratégique majeur. L'analyse post-combat révélait plusieurs facteurs techniques décisifs. La mobilité du Sherman permettait des manœuvres d'encerclement. Les Panthers immobiles dans leur position défensive ne pouvaient pas repositionner rapidement. La vitesse de rotation de tourelle du Sherman autorisait l'engagement rapide de cibles multiples. Le Panther nécessitait 30 secondes pour une rotation complète de tourelle. Le Sherman effectuait la même rotation en 15 secondes. Cette différence permettait au Sherman d'engager 2 cibles pendant qu'un Panther en engageait une. La cadence de tir supérieur du canon de 75 mm compensait sa puissance moindre. La doctrine tactique américaine exploitait ces caractéristiques techniques. Les manuels américains enseignaient le combat par le mouvement et le nombre. Un Sherman seul face à un Panther perdrait probablement. 3 Sherman attaquant de directions différentes submerguaient les capacités de riposte du Panther. Cette approche transformait une infériorité technique individuelle en supériorité tactique collective. Les commandants américains acceptaient des pertes plus élevées en échange de victoires certaines. La capacité de production remplaçait les pertes. Les équipages recevaient une formation standardisée. Le système fonctionnait comme une machine industrielle appliquée à la guerre. Les rapports allemands documentaient cette transformation tactique avec une précision croissante. En septembre 1944, le commandement de la 5e armée blindée allemande publiait un mémorandum technique. Le document analysait 53 engagements entre Panthers et Sherman. Les résultats montraient que les Panthers gagnaient les duels individuels dans 87% des cas. Cependant, les formations américaines remportaient la victoire tactique dans 68% des combats, impliquant plus de 3 chars par côté. Cette statistique révélait l'efficacité de la doctrine américaine basée sur la supériorité numérique et la manœuvre. Un rapport d'intelligence allemand daté d'octobre 1944 notait les observations suivantes. Les équipages de Panther adoptaient un comportement prudent face aux formations de Sherman. La vue de 10 Sherman ou plus provoquait souvent un repli tactique. Les commandants allemands privilégiaient la préservation de leurs chars rares plutôt que l'engagement dans des combats défavorables. Cette attitude défensive réduisait l'efficacité des Panthers techniquement supérieurs. Les Sherman exploitaient cette hésitation. Ils avançaient même face à des positions théoriquement plus fortes. La psychologie du combat évoluait. Le nombre devenait aussi important que la qualité technique. Le général Heinz Guderian, inspecteur général des troupes blindées allemandes, rédigeait en novembre 1944 un rapport stratégique. Le document reconnaissait que la production allemande ne pourrait jamais égaler la capacité américaine. Les usines du Reich produisaient environ 600 chars par mois, toutes catégories confondues. Les usines américaines fabriquaient plus de 2000 chars par mois. Cette disproportion rendait impossible toute stratégie basée sur l'attrition. Le rapport recommandait une défense élastique, privilégiant la préservation des forces. Cette recommandation admettait implicitement l'impossibilité de contrer la supériorité numérique américaine. Les ingénieurs allemands étudiaient également les aspects logistiques du système Sherman. Le char nécessitait 180 litres de carburant pour un plein complet.
L'autonomie atteignait 190 km sur route. En tout terrain, l'autonomie se réduisait à 120 km. Cette consommation paraissait élevée selon les standards allemands. Cependant, l'approvisionnement américain compensait largement cette consommation. Les convois logistiques américains transportaient des quantités considérables de carburant. Les dépôts avancés se situaient rarement à plus de 50 km des unités de première ligne. Cette profondeur logistique maintenait les unités blindées en mouvement constant. La maintenance préventive du Sherman suivait un calendrier rigoureux. Tous les 150 km, l'équipage effectuait une inspection complète. Cette inspection durait environ 4 heures. Elle comprenait la vérification de tous les fluides, des chenilles, des suspensions et des systèmes d'armement. Tous les 500 km, le char retournait à l'atelier de campagne pour une révision approfondie. Cette révision prenait 2 jours et incluait le remplacement préventif des pièces d'usure. À 1500 km, une révision majeure remplaçait les composants principaux. Ce système préventif maintenait un taux de disponibilité élevé. Les pannes mécaniques imprévues restaient rares. Le système de chenilles du Sherman démontrait cette philosophie de robustesse. Chaque chenille comportait 79 maillons en acier moulé. La largeur des chenilles mesurait 421 mm. Cette largeur distribuait le poids sur une surface importante. La pression au sol s'établissait à 1 kg par centimètre carré. Cette pression relativement faible permettait la progression sur sol meuble. Les chenilles résistaient à l'usure grâce à leur traitement thermique. Un jeu de chenilles durait environ 3000 km en conditions normales. Le remplacement d'une chenille nécessitait 4 heures de travail par une équipe de 3 hommes. Les équipements de communication représentaient un autre avantage américain souvent négligé. Chaque Sherman emportait une radio SCR 568 pour les communications interchars. Cette radio fonctionnait en modulation de fréquence sur 40 canaux. La portée atteignait 3 km dans de bonnes conditions. Les chars de commandement disposaient d'une radio SCR 506 supplémentaire. Cette radio permettait les communications avec l'infanterie et l'artillerie. La portée s'étendait à 15 km. Cette capacité de coordination transformait l'efficacité tactique. Les formations américaines manœuvraient comme une unité coordonnée. Les Panthers allemands communiquaient plus difficilement. Leur équipement radio montrait une fiabilité moindre. L'impact stratégique du Sherman dépassait ses capacités techniques individuelles. Le char symbolisait l'approche américaine de la guerre industrielle. La quantité devenait une qualité en soi. La standardisation permettait une production massive. La simplicité facilitait l'entretien par des soldats ordinaires. La robustesse assurait la disponibilité opérationnelle. Cette philosophie contrastait avec l'approche allemande privilégiant l'excellence technique au détriment de la producibilité. Un Panther valait techniquement 3 Sherman, mais l'Amérique produisait 10 Sherman pour chaque Panther allemand. Cette arithmétique simple déterminait l'issue de la guerre blindée. Les statistiques de production finale révélaient l'ampleur de cet effort industriel. Entre février 1942 et juillet 1945, les usines américaines produisaient 49 234 chars Sherman de toutes versions. Ce chiffre incluait les variantes avec différents canons, moteurs et configurations. L'Allemagne produisait environ 25 000 chars de tous types pendant toute la durée de la guerre. Cette disproportion expliquait la capacité américaine à maintenir une pression constante sur tous les fronts. Les pertes se remplaçaient. Les unités conservaient leur force nominale. L'offensive continuait sans interruption. La version Sherman Firefly mérite une mention particulière. Les Britanniques modifiaient environ 2000 Sherman en installant le canon anti-char de 17 livres. Ce canon perforait 150 mm de blindage à 1000 mètres. Cette modification transformait le Sherman en chasseur de chars efficace contre les Panthers et Tigers. Chaque troupe britannique de 4 Sherman incluait un Firefly.
Cette configuration combinait la mobilité du Sherman Standard avec la puissance de feu nécessaire contre les blindés lourds allemands. Le Firefly engageait les chars ennemis pendant que les Sherman Standard manœuvraient. L'évolution du Sherman durant la guerre démontrait la capacité d'adaptation américaine. La version M4A3E8, surnommée Easy 8, incorporait de nombreuses améliorations. La suspension HVSS remplaçait le système VVSS d'origine. Cette nouvelle suspension utilisait des ressorts horizontaux et offrait une meilleure stabilité. Les chenilles s'élargissaient à 580 mm. La pression au sol diminuait. La mobilité sur terrain meuble s'améliorait. Le canon de 76 mm remplaçait le 75 mm original. Cette amélioration doublait la capacité de pénétration. L'Easy 8 rivalisait avec le Panther sur le plan des performances. Les témoignages des équipages allemands capturés après-guerre confirmaient l'impact psychologique du Sherman. Un commandant de Panther interrogé en mai 1945 décrivait son expérience. Lors d'une bataille en décembre 1944, sa position défensive faisait face à une attaque américaine. Les premiers Sherman apparaissaient à 2000 mètres. Son équipage détruisait 2 chars rapidement, puis d'autres Sherman surgissaient. Bientôt, une cinquantaine de chars américains avançaient sur un front large. La fumée et la poussière obscurcissaient la vision. Les obus explosifs américains saturaient la position. La décision de se replier s'imposait. Rester signifiait l'encerclement et la destruction certaine. Cette tactique d'avalanche caractérisait l'approche américaine. Les formations blindées américaines ne cherchaient pas les duels de chars. Elles contournaient les positions fortes. Elles exploitaient les brèches. Elles avançaient profondément dans les arrières ennemis. Cette stratégie perturbait les lignes de communication allemandes. Les formations allemandes se retrouvaient isolées. Les dépôts de ravitaillement tombaient aux mains des Américains. Les Panthers, immobilisés par manque de carburant, étaient abandonnés. Cette guerre de mouvement exploitait les faiblesses logistiques allemandes. L'impact du Sherman s'étendait au-delà des combats directs. Le char servait de base à de nombreuses variantes spécialisées. Le Sherman DD amphibie participait au débarquement. Un système de flottaison permettait la navigation. Ces chars sortaient de l'eau directement sur les plages. Le Sherman Crab portait un rouleau de chaîne pour déminer. Le Sherman Crocodile britannique lançait du feu. Le Sherman Bulldozer dégageait les obstacles. Le Sherman ARV récupérait les véhicules endommagés. Cette polyvalence maximisait l'investissement industriel. Une plateforme commune servait de multiples fonctions. La doctrine d'emploi américaine considérait le char comme un élément d'un système d'armes combinées. Les Sherman opéraient rarement seuls. L'infanterie mécanisée accompagnait les chars. L'artillerie préparait les attaques. L'aviation appuyait les mouvements. Les transmissions coordonnaient l'ensemble. Cette intégration créait un effet synergique. Le Sherman n'avait pas besoin d'être invincible individuellement. Il constituait un composant d'une machine militaire qui fonctionnait comme un système industriel intégré. Cette approche systémique dépassait les capacités allemandes fragmentées. L'analyse post-guerre par les historiens militaires confirmait l'efficacité du Sherman. Le char présentait des faiblesses techniques évidentes. Son blindage insuffisant causait des pertes importantes. Son canon manquait de puissance contre les blindés lourds. Sa silhouette haute en faisait une cible visible. Pourtant, ses défauts ne l'empêchaient pas de remplir sa mission stratégique. Le Sherman permettait aux forces américaines de maintenir une offensive continue. Il supportait la guerre de mouvement. Il s'adaptait à divers environnements. Il se produisait en quantité suffisante. Ses qualités opérationnelles surpassaient l'importance des performances techniques individuelles. Le Sherman symbolisait la philosophie industrielle américaine appliquée à la guerre. La production de masse plutôt que l'artisanat. La standardisation plutôt que la sophistication. La fiabilité plutôt que la performance maximale. L'efficacité logistique plutôt que l'excellence technique isolée. Ces principes transformaient la nature même du conflit blindé. La guerre devenait une compétition industrielle.
L'Amérique excellait dans cette compétition. Ses usines produisaient plus que celles de tous ses ennemis combinés. Cette capacité productive déterminait l'issue de la guerre bien avant que les derniers coups de feu ne soient tirés. Les équipages de Panthers qui voyaient 50 Sherman approcher comprenaient intuitivement cette réalité. Leurs chars individuels pouvaient être supérieurs. Leur formation pouvait gagner les premiers échanges de tirs. Mais l'avalanche de Sherman continuait. Les pertes américaines se remplaçaient. Les munitions allemandes s'épuisaient. Les renforts n'arrivaient pas. Le choix entre se battre jusqu'à la destruction ou se replier pour combattre un autre jour devenait simple. La prudence tactique dictait le repli. Cette prudence accumulée sur des milliers d'engagements similaires garantissait la victoire finale américaine. L'héritage du Sherman s'étendait bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Le char servait dans de nombreuses armées jusqu'aux années 60. Israël modernisait ses Sherman avec des canons de 105 mm. Ces chars participaient aux guerres arabes israéliennes. Le Chili utilisait des Sherman jusqu'aux années 80. Cette longévité témoignait de la solidité de la conception. Un char conçu en 1940 restait utile 40 ans plus tard. Cette durabilité validait l'approche américaine, privilégiant la robustesse et la simplicité. Les leçons du Sherman influençaient la conception des chars d'après-guerre. Les ingénieurs comprenaient l'importance de la producibilité. Un char trop complexe ne serait jamais disponible en nombre suffisant. La fiabilité mécanique devenait une priorité. Un char immobilisé par une panne ne servait à rien. La facilité d'entretien permettait de maintenir la disponibilité opérationnelle. Ces principes guidaient le développement du Patton, du Centurion et d'autres chars de la guerre froide. L'ère du char artisanal laissait place à celle du char industriel. Le M4 Sherman représentait plus qu'un simple véhicule blindé. Il incarnait une révolution dans la pensée militaire. La guerre moderne devenait une compétition de systèmes industriels. La victoire appartenait à la nation capable de produire, déployer et maintenir les forces les plus importantes. La qualité technique individuelle perdait de son importance face à la quantité, à la fiabilité et à l'efficacité logistique. Cette transformation marquait le passage de la guerre artisanale à la guerre industrielle totale. Les silhouettes caractéristiques des Sherman traversant les campagnes européennes symbolisaient cette nouvelle réalité. Chaque char représentait la puissance productive américaine. Chaque colonne de Sherman démontrait la supériorité logistique. Chaque formation coordonnée illustrait l'efficacité de la standardisation. Les équipages de Panthers qui abandonnaient leur position face à ces formations ne fuyaient pas un ennemi techniquement supérieur. Ils reconnaissaient l'impossibilité de vaincre un adversaire disposant de ressources virtuellement illimitées. Cette reconnaissance marquait la fin de l'ère où l'excellence technique individuelle pouvait compenser l'infériorité numérique. Le Sherman, avec tous ses défauts techniques, incarnait la victoire de la guerre industrielle moderne.